What's up tout le monde, c'est Sidorval, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Accompagné de Duvet, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va très très bien et toi-même. Nice. Ça va, au calme. Donc aujourd'hui, on va parler de la santé mentale au sein de l'industrie artistique. Donc on sait que ce qu'on attend des danseurs en règle générale, d'être forts techniquement, de performer et d'être les plus forts en fait dans leur discipline. Mais est-ce qu'on se préoccupe de leur santé mentale? Et surtout, est-ce que vous, danseurs, vous vous préoccupez de votre santé mentale et de votre santé physique? C'est la question qu'on va se poser et c'est sur quoi on va converser aujourd'hui. Je vous rappelle que Culture Artiste, c'est votre nouvelle émission de podcast vidéo, voilà, sur YouTube, sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, partager, commenter. Je vais aussi vous mettre, l'email de Culture Artiste que vous pouvez envoyer si vous avez une question, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde ou quoi. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons 2 personnes qui vont nous partager leur histoire, qui vont participer du coup à ce sujet qui est quand même important. Voilà, la santé mentale, quelque chose d'important quand même et d'assez fondamental finalement, et on s'en rend compte en grandissant. Donc je suis super content de les recevoir. On a Mylène. Bonjour. Mylène en boca. Je vais pas dire ça, sinon elle va tirer mon col. Et on a Jérémy. Bonjour. Voilà. Ben écoutez les gars, je vais vous laisser vous présenter, tout en sachant que c'est pas une interview, c'est une conversation, donc on parle, voilà, pas de pression, everything is okay, ça va bien se passer, et let's go. Donc je vais vous laisser vous présenter dans les grandes lignes, hein, puis après on rentrera dans les détails. On va faire un tour de table, nous aussi on va se présenter, comme à chaque épisode. Ok. Je pense honneur aux jeunes filles, aux dames. Vas-y. Alors du coup, moi c'est Mylène, j'ai 22 ans. Je suis danseuse professionnelle. Je pense que c'est tout. Dans les grandes lignes. Ok, vas-y, ça marche. Alors moi, je suis Jérémy Sibétal, j'ai 33 ans, je suis danseur et chorégraphe professionnel depuis 15 ans maintenant. J'ai donc 10 ans de plus que Mylène. Ok. Vas-y, je vais te laisser. Moi, c'est Duvet, co-animateur de ce podcast. J'ai 33 ans et danseur afro. Ok. Moi, c'est Silver. Voilà. J'ai 29 ans et je suis du coup danseur, pro, chorégraphe aussi, et puis animateur de ce podcast et en vrai un petit peu créateur de contenu. Donc voilà. Ok. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour cette conversation. Sinon, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer aussi encore dans les grandes lignes de votre parcours dans la danse? Comment est-ce que vous avez commencé jusqu'ici? Ok. En résumé, moi j'ai commencé à 5 ans en province, parce que je viens de Bourgogne, la Nièvre. Où exactement en Bourgogne? Nevers. Ok. Je représente, faut le dire, Oh là là. Voilà. Nevers, est-ce que vous êtes là? Et du coup, j'ai commencé à 5 ans par du modern jazz. Ensuite, j'ai enchaîné avec du break. J'ai enchaîné avec beaucoup de styles, classique, hip-hop, raga jam. Enfin, j'ai fait énormément de styles jusqu'au collège. Et à partir de là, j'ai fait des concours chorégraphiques qui m'ont permis de gagner des prix et des stages en France. Donc, j'ai continué à me former comme ça. Et C'est quoi gagner des prix? des prix, c'est, tu sais, quand tu fais un concours, tu gagnes un premier prix, un second, Ok. un deuxième prix, un troisième prix. Et en gros, c'est une médaille d'or, médaille Ok. d'argent. Mais ça veut dire que tu remportais le concours ou? Non, c'est des prix. Ah, des prix, C'est ok. pas un concours où il n'y a qu'un seul vainqueur. Et dans ta catégorie, tu remportes Ok. un prix, etc. Mais le prix, ça pourrait être de l'argent? Non. Non? Ah, C'est ok. une médaille, un trophée. Ok, Ok. honorifique. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, c'était pour des jeunes, hein? Oui. Ouais. Enfin, pas que non plus, mais en fonction de ton âge, de ton niveau, de plein de choses. Ok, cool. Et du coup, jusqu'au collège. Au collège, j'ai commencé aussi à donner des cours dans ma ville, à des adultes même, carrément. Et j'étais très à fond dans la danse. Mes parents m'ont beaucoup encouragée. Et arrivée au lycée, j'ai vu une chorégraphe sur les réseaux et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis venue sur Paris faire l'audition de Sabrina Lonis. Mais Tout le monde a tout vu le monde, ça. tout le monde est passé par ça. Hello, it's Sabrina. Il va falloir qu'on y aille, nous aussi. Il n'est pas trop tard. Sabrina is waiting for you.
Et du coup, j'ai été prise. Sauf que c'était un peu compliqué parce que, étant à Nevers, je devais faire les allers-retours. Mais pour moi, c'était une opportunité de ouf d'apprendre d'elle. Donc, mes parents vraiment se sont donnés pour me permettre de faire les allers-retours, etc. Je faisais aussi des allers-retours sur Paris pour prendre des cours open dans les studios, style Lax. C'est combien de temps l'aller-retour en voiture? 2 heures? Non, je faisais en train. Du coup, c'était 1h50. Ok. Ouais, à peu près 2 heures. Du coup, je continuais à me former comme ça jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu mon bac. Et mes parents m'ont dit, tant que tu as ton bac, tu fais ce que tu veux après. Donc, je me suis dit, bah, vous savez quoi, je vais venir sur Paris et je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc, j'ai fait une école de danse, le Centre des Arts Vivants, une école académique. Enfin, pour avoir les bases, en tout cas, académiques, mais c'est pas ce que je voulais faire. Parce que moi, je voulais être dans les danses urbaines. Donc, j'ai fait 1 an sans aller jusqu'au diplôme. Et après, je me suis lancée et là, je suis là. Trop bien. Let's go, ok. Bravo. Cool. She's here. Mic drop. Boom. Et toi, Jérémy, dis-nous. Alors moi, je danse depuis vraiment tout petit parce que ma mère avait une école de danse pendant 15 ans dans le sud de la France. Donc du coup, j'ai toujours dansé, vraiment ça a toujours été dans mes gènes, je pense. Okay. Mais j'ai vraiment commencé les cours de danse classique à l'âge de 8 ans pour avoir une bonne technique, etc. Et à l'âge de 11 ans, je suis parti en danse-études à Rosella Hightower, l'école de danse à Cannes, où j'étais en danse-études. Donc je faisais école le matin, danse l'après-midi. Donc c'était génial. Parce que de pouvoir déjà faire de sa passion tous les jours à l'âge de 11 ans, c'est génial. Ouais, okay. Ouais. Et donc, je suis resté 3 ans. Ensuite, je suis allé à l'École nationale du ballet de Marseille pendant 2 ans. Là, pareil, danse-études, donc école le matin, danse l'après-midi. Donc, en fait, à Rosella et au ballet de Marseille, c'était du 15 heures de danse par semaine au moins. Donc, et puis, de toute façon, c'est vrai que dans le métier de danseur, plus on commence jeune, plus on absorbe le plus vite possible. Ensuite, je suis allé dans les Antilles françaises pour suivre ma famille qui s'est installée là-bas. Ok. T'as bougé, hein? Ouais. Et du coup, je suis resté un petit peu. Ensuite, je suis venu à Paris. J'ai fait l'AID pendant 6 mois, le temps de passer mon EAT, qui est la première étape avant le diplôme d'état de professeur de danse. Et après, je suis retourné aux Antilles où j'ai chorégraphié et dansé dans des cabarets à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, tout ça. Ok. Tout ça, c'était une super expérience. Et je me suis envolé pour Los Angeles en 2012. Donc, et là, j'y suis resté 6 ans. C'était quoi le motif Le motif, c'était que j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis pour faire de la danse parce que on sait tous que il y a des opportunités qu'on n'a pas en France, malheureusement, avec certains artistes, des spectacles. Ouais. Et vu que j'étais un peu dans les Caraïbes, je pense que c'était un peu dans la même continent, donc je me suis dit let's go. Et voilà, ça a été une super expérience. Mais j'ai décidé de rentrer à Paris en 2018. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je suis de retour à Paris. Et pourquoi t'es pas resté? Parce que c'est déjà en France, on a le statut intermittent du spectacle, qui est quand même une chance unique dans le monde. Enfin, il y a que en France pratiquement qu'on a ça. Donc, je pense que c'était difficile de jongler entre continuer et se donner à fond dans une carrière de danseur, mais en même temps survivre et payer ses factures, en fait. Nous, en France, on a la chance de pouvoir faire que notre métier parce qu'on a le statut. Mais s'il n'y avait pas ça, on devrait aller bosser dans des restos la journée. Mais du coup, en fait, moi, j'ai bossé la journée, donc je pouvais pas aller à certaines auditions. Si j'allais aux auditions, je me faisais virer du job, donc je pouvais pas. Enfin, voilà, c'était un peu un cercle vicieux. Bah ouais. Et je regrette. J'ai vraiment passé des années merveilleuses, mais je pense que j'avais besoin d'une stabilité à un certain âge où je voulais aussi faire que mon métier de danseur chorégraphe et pas devoir faire des boulots qui ne m'intéressent pas, quoi. Donc voilà. Jusqu'ici. En tout cas, c'est une belle preuve parce que du coup, il y en a beaucoup qui disent ouais, on va aller à l'étranger, voir ailleurs, nana. Et finalement, ouais, en France, il y a quand même une stabilité pour les artistes. Ah oui, mais je pense que les gens se rendent pas compte. Ouais. Il faut aller vivre ailleurs pour se rendre compte que en France, vraiment, les gens ne se rendent pas compte que le statut d'intermittent du spectacle, c'est un truc de ouf. C'est quoi le statut pour ceux qui ne savent pas? Alors, en gros, c'est un statut, il faut faire un minimum de 507 heures, je crois, de travail dans le milieu de la danse, tout ça, etc. Et qui te donne un statut. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu bosses que 10 jours par mois, les 20 autres jours, tu es payé par le chômage. Donc, c'est incroyable parce que du coup, ça permet de vraiment se focaliser que sur son art, de lancer des trucs comme ce podcast, de faire des projets, de la danse, etc. Et là-bas, malheureusement, c'est marche ou crève. Enfin, je veux dire, c'est surviving, quoi. La rue. Donc, mais en même temps, je trouve que là-bas, les gens aiment peut-être un peu plus la niaque aussi, du coup. Et les opportunités sont mieux payées ou pas? Oui, mais la vie est plus chère. Donc, du coup... Je veux dire, un clip là-bas, c'est mieux payé qu'un clip en France. Oui.
Oui. Ok. Oui, c'est beaucoup mieux payé. Je pense que le vrai problème là-bas, c'est surtout du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec plus rien. Et enfin, tu peux être riche, comme tu peux te retrouver homeless en fait super vite. Ouais. Et ce rapport-là, franchement, c'est chaud. Ouais, puis pour la santé mentale, d'ailleurs, ça a été difficile là-bas parce que tu fais des trucs vraiment de ouf. Moi, je connais des gens qui ont fait des tournées avec Britney Spears et tout, et puis un an après, ils se retrouvent serveurs à vendre des pancakes. Donc, c'est difficile pour la santé mentale parce que c'est vraiment des montagnes russes et c'est difficile d'avoir une santé mentale stable quand on vit des choses ouf et après, c'est très dur parce qu'il y a le down. Et c'est pour ça que vraiment. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de fans. C'est difficile parce qu'en tant qu'artiste, on a un ego quand même. Bien sûr. Et on fait aussi ça parce qu'on aime se montrer, etc. un petit peu. Et du coup, c'est difficile quand on se retrouve au fin fond d'un resto à servir des gens. Enfin, et je dénigre pas du tout ces métiers-là, hein, mais quand t'es artiste, c'est différent, quoi. Mais du coup, on va faire peut-être un tour de table. Qu'est-ce que ça représente la santé mentale pour vous aujourd'hui? C'est quoi la santé mentale pour qu'on puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle et puis même les auditeurs puissent savoir de quoi on parle. Pour moi, je m'aurais posé la question peut-être l'année dernière. Je t'aurais dit, pour moi, la santé mentale, franchement, ça me parle pas. C'est une santé comme une autre. Pour moi, la santé physique est largement plus importante que la santé mentale. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, en fait, la santé mentale, c'est la première. Pour moi, c'est la santé la plus importante parce que si ta santé mentale n'est pas bonne, ta santé physique ne suivra pas non plus. Selon moi. Et une santé à ne pas négliger. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, tout ce qui est par rapport au mental, c'est pas forcément visible. Donc, on ne prend pas forcément en compte que, ah oui, cette personne, elle est blessée mentalement. Alors qu'en fait, une blessure mentale, tu peux mettre énormément de temps pour en guérir. Et je trouve, en fait, on n'est pas assez informé par rapport à la santé mentale. Même encore aujourd'hui, hein. Je fais attention à ma santé mentale, mais je pense qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore et sur lesquelles je devrais me pencher parce que c'est vraiment important. Je pense que c'était très tabou aussi pendant beaucoup d'années. Donc, je pense que c'est un truc qu'on entend de plus en plus parler, je pense, si autour de nous. Et c'est pour ça que les gens peuvent enfin se libérer de leurs démons et de ce qu'ils vivent. De leurs démons. Crois-moi, j'en ai eu des démons. Ouais. Pour moi, la santé mentale, c'est l'équilibre, un équilibre, je vais pas dire psychique, mais je dirais un équilibre mental. Ça veut dire que je suis heureux dans ce que je fais, j'aime ma vie, je me sens bien, je suis aligné avec moi-même. Pour moi, c'est ce que ça représente la santé mentale. Maintenant, une définition, j'avoue, je sais pas trop. Toi, tu dis quoi, Juveille? Moi, je définirais tout simplement en disant c'est le bien-être. Le bien-être. Juste le bien-être du cerveau. Ouais, je suis d'accord. Juste être bien. Et après, qu'est-ce que tu mets en place pour être bien et qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie de tous les jours qui fait que justement dans ton cerveau, il y a des trucs qui font que tu ne vas pas bien. Mais pour moi, c'est juste le bien-être. Ouais. Pas physique du coup, mais là, mental. Bien sûr. Oui, puis les émotions, tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qu'on vit tous les jours dans notre métier ou dans notre vie personnelle, parfois on est triste, parfois on est content, parfois... Après, je pense qu'il faut apprécier toutes les vagues, mais... Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand, du coup, la santé mentale ne va pas bien? Quand on touche le fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses dans notre tête. Après, c'est difficile parce que je pense que déjà, quand on est jeune, et toi, Mylène, qui a par exemple 10 ans de moins que moi, je pense que moi, j'ai toujours été anxieux, mais maintenant, ça fait tellement longtemps que je pense que j'ai plus conscience. Et je pense que c'est difficile quand on est jeune parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas à qui parler, comment on peut aider notre problème. Donc, je pense que c'est un truc aussi qui... Plus on vieillit, plus c'est facile de gérer tout ça. Mais je pense que c'est plein d'émotions qu'on ne contrôle pas et qui nous font peur, je pense. C'est quoi, du coup, qu'est-ce que l'anxiété? Alors, l'anxiété... Moi, je dis ça parce que, en vrai, des fois, je l'emploie comme mot, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Je sais pas si... On a un peu chacun notre définition. Ok. Parce qu'on ressent pas tous les mêmes choses. Moi, par exemple, l'anxiété, c'est le fait d'angoisser, mais une angoisse parce que j'anticipe des choses dans ma tête. Et dans ma tête, les idées vont hyper vite. Ok.
Et en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas forcément comprendre ce que je dis. Ouais, mais vas-y, c'est comme si, en fait, j'ai plein d'idées dans ma tête qui vont hyper vite au même moment et que mon cerveau, il calcule énormément de choses. Là, par exemple, je vois, là, il y a une caméra, je vois derrière, il y a l'écran Culture Artiste, ça tourne. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui viennent en même temps. Et en fait, tout ça cumulé avec des idées de « mais après le podcast, est-ce que tu vas aller faire tes courses ? Mais après le podcast, et quand tu auras fini de faire tes courses ?» Plein de questions comme ça qui se mélangent et me rendent anxieuse. Et moi, c'est comme ça que j'ai fini l'anxiété, où je sens une boule dans le ventre et je me dis « mais en fait, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Alors qu'en soi, c'est juste des questions, je les pose sur la table et je me dis « en fait, chaque chose en son temps, tu vois. » Mais moi, je me fais bouffer par l'anxiété parce que je vais penser à tellement de choses en même temps, alors que c'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je suis anxieuse, personnellement. Non, mais c'est bien expliqué. Oui, puis il y a des répercussions physiques aussi. Parfois, l'anxiété, on a des boules au ventre, comme tu dis, on est oppressé de la poitrine. Moi, à cause de l'anxiété, j'ai eu beaucoup de crises de panique, des vertiges. Donc, c'est ça aussi que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que l'anxiété, la santé mentale, enfin, la dépression, tout ça, ça peut avoir des effets physiques et souvent, ça en a en plus. Moi, j'ai vraiment eu des vertiges, etc., où je pouvais même plus marcher. Enfin, donc, je pense que c'est plein de choses et ça affecte la santé physique aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de sa tête. Et est-ce que dans votre expérience de danseur, vous pouvez dire que du coup, la santé mentale, elle est liée à votre métier, que liée à votre métier de danseur, ou aussi il y a des causes qui sont externes, qui proviennent peut-être du cercle amis, famille, qui a peut-être joué dans une dépression quelconque ou une anxiété quelconque? Je pense que ça dépend de chacun. Moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux depuis très jeune. Mais je pense que ça vient aussi, par exemple, du harcèlement que j'ai vécu à l'école, parce que j'étais un garçon qui faisait de la danse. Tout ça. Je pense que ça peut venir... parler de ça, d'ailleurs. Être un garçon dans les années 90 qui fait de la danse, c'est pas facile. Un petit garçon. Mais non, j'ai été beaucoup harcelé à l'école, je pense. Et ça crée une espèce d'anxiété, je pense. Parce que, par exemple, t'as peur d'aller à l'école, t'as peur d'être... et je pense que tout ça développe. Après, il y a des gens qui développent de l'anxiété ou de la dépression plus tard dans leur vie, parce qu'il y a ils perdent quelqu'un ou ils ont des traumas, des chocs, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment l'anxiété, ça a toujours eu ça. Fait un peu partie de ma vie. C'est parti du harcèlement scolaire. Je pense c'est parti de plein de choses, mais par exemple, je vais vous dire un détail. Mes parents travaillaient souvent jusqu'à tard le soir, parce que ma maman donnait des cours de danse le soir. Jusqu'à qu'elle rentre, je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur qu'elle ait un accident, par exemple. Ah ouais? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'avais 8 ans. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit déjà des choses qui font que... Pourquoi est-ce que j'étais anxieux qu'elle ait un accident? Du coup, j'arrivais pas à dormir, j'attendais qu'elle rentre. Enfin, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça qui font que... oui, j'étais anxieux depuis très jeune. Et forcément, ça se répercute sur ton métier. Bien sûr, oui. Ah oui. En plus, nous, vous le savez tous à cette table, on a tous fait des castings, des auditions. Enfin, moi, ça va mieux parce que je le prends plus à la cool. Mais quand on est jeune et tout, qu'on se retrouve devant 5 personnes qui te jugent, qui te regardent, qu'il y a 400 personnes autour, on est tous un peu stressés. Donc, pour des gens qui sont plus sensibles et plus anxieux, c'est encore plus. Et en même temps, je trouve que c'est une force aussi, tu vois, parce que finalement, quand on revient, je pense qu'on est plus fort après avoir vécu tout ça, parce qu'on a combattu des trucs que certaines personnes ne connaîtront jamais. Et je pense aussi, Mylène, que c'est peut-être, après ce que tu as vécu toi, on en parlera peut-être plus tard, tu en ressors, je pense, plus forte et plus en conscience de ce qui se passe dans ta tête. Totalement. Totalement, parce que du coup, on peut penser que être anxieux ou connaître la dépression, connaître des downs, on peut nous voir comme faibles, mais en fait, je trouve que c'est une force parce qu'au final, je me préoccupe vraiment de ma santé mentale et je suis vraiment encore plus à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi et de ce que moi, de ce que les choses vont me faire. Donc du coup, je prends beaucoup plus les choses en détente, comme il a dit, et en fait, on va dire que c'est un mal pour un bien, quoi. En fait, là, parce que du coup, les gens nous regardent ou nous écoutent, et en fait, je pense qu'il y a plein de questions qui vont fuser dans leur tête, ils vont se dire, c'est quoi la dépression? Bon, l'anxiété, on a répondu, mais tout à l'heure, t'as parlé d'harcèlement, bon, ça va, je pense que tout le monde est briefé,
Mais ouais, est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer du coup la dépression, enfin comment on y arrive, comment est-ce que ça s'est déclenché, enfin racontez-nous, enfin Ok. donnez-nous un peu plus de détails, n'ayez pas peur, on veut savoir. Alors, pour ma propre expérience, je pourrais pas donner de définition exacte de la dépression parce que, en fait, c'est tellement un sujet tabou où on nous a pas éduqués que j'ai été en dépression sans même le savoir. Il y a quelques années, j'ai été en dépression jusqu'à cette année et je n'étais pas au courant. J'ai été mise au courant que cette année parce qu'en fait, ma dépression s'est tellement propagée, on va dire, dans ma vie Mm. que ça a eu des répercussions. Donc, désolée, hein, ça va être deep, mais ça a eu des Ah répercussions. oui, mais tu peux, hein, on est là pour ça. Hein. Vraiment. Brise les tabous, explique tout, on veut savoir, on veut Ça a comprendre. eu des répercussions où j'étais dans un mal-être, où je ne voulais plus me lever, je sortais plus de mon lit. Enfin, je dirais que ça, c'est les symptômes. Wow. Je sortais plus de mon lit, je me douchais même plus. Ok. Je ne voulais plus sortir, voir mes amis. On me proposait de voir mes amis, je voulais plus sortir, je ne voulais plus danser. Et j'étais sur des contrats. Et je ne savais pas, en fait, comment dire avec ceux, enfin, en tout cas, ceux qui étaient au-dessus de moi, que je ne voulais plus danser. Du coup, avant de danser, tout ce que j'espérais, c'est j'espère que quand je vais danser, là, je vais me casser une jambe. Parce que là, je veux vraiment plus danser. Wow. Comme ça, au moins, je serai Ouais. tranquille. Parce que j'appréhendais, en fait, de dire aux personnes qui sont au-dessus de moi, j'ai plus envie de danser. Va leur expliquer alors que tu as passé une audition, tu es content d'être sur ce contrat. Enfin, tu es censé être contente d'être sur ce contrat. Mais en fait, ça va tellement pas à l'intérieur que tu veux plus danser, tu ne veux plus rien faire. Et à un moment donné, ça en est même arrivé où, du coup, moi, j'ai fait une tentative de suicide. Ok. Parce que ça allait tellement mal et que dans ma tête, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais pas consciente que j'étais en dépression. J'étais pas consciente que mon hormone du bonheur n'était plus du tout alimentée. Et en fait, Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu as voulu faire cette, comment tu dis, cette Là, je tentative pense que de c'est suicide? un acte de désespoir. c'est ça. Et je pense que quand on arrive au point où on veut mettre fin à ses jours, on n'a même plus conscience de ce qui est important ou pas dans notre vie. Je pense que c'est juste un moyen de escape, comment dire en français, Ouais, d'échapper. d'échapper à ce qu'on ressent parce que c'est plus vivable en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un peu cru à dire, mais mettre fin à ses jours, c'est se soulager pour certaines personnes. Mhm. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui a commis un suicide, du coup, et je pense qu'il était tellement il avait plus de solution, en fait. La seule solution pour ne plus souffrir, c'était mettre fin à ses jours. Et je pense que t'en es arrivé à ce point-là où je pense que t'étais même pas en train de réaliser, c'est ça. pas comme si t'as planifié, Non, du tout. tu vois. C'est pas planifié, c'est que t'arrives à un point où vraiment tu te réveilles le matin, t'as rien envie de faire, tu trouves aucune motivation à ta vie. T'as l'impression que tu croules sous les problèmes. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir sur le dos énormément de problèmes qui faisaient que ça me clouait au lit. Et puis même pour tes proches, enfin moi du coup je suis mariée, j'avais l'impression en fait d'être un fardeau pour mon mari, que il est là, il va au travail, mais il sait que toute la journée, enfin il pense à moi, il fait que de m'appeler. Ça le déconcentre aussi au travail parce qu'il se dit mais en fait il y a ma femme qui est à la maison, je sais pas comment elle va, elle pleure toute la journée. Et en fait arrive un moment où tu réfléchis plus de manière rationnelle et tu te dis en fait peut-être que la solution, c'est de mettre fin, au moins je souffrirai plus, je serai plus là, tu vois? C'est quelque chose que je referais pas, mais sur le moment même, je réfléchissais plus comme en fait, t'as plus cette, C'est plus rationnel. oui, c'est ça, T'es plus du tout rationnel, je pense. Bon, après, moi, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas fait une tentative de suicide. J'ai pas été jusqu'à ce point-là parce que j'ai pris soin de moi avec des spécialistes et des traitements, etc. Mais je pense que les gens, ils se disent, mais on contrôle, on planifie. Je pense qu'on contrôle pas ces choses-là. En fait, c'est juste, ça arrive à un point où pour les gens qui sont en dépression, il y a plus d'issue, en fait. Donc c'est la dernière issue. Et je pense qu'ils souffrent tellement que ils veulent plus souffrir, en fait. Il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est un sujet relativement tabou. Ça fait que même si, admettons, je cherche de l'aide autour de moi, dans mes proches, il y en a qui ne vont pas comprendre ce que je vais vivre. Parce que, par exemple, moi, c'était un mal-être constant, mais les raisons qui ont fait que ce mal-être était constant,
c'est une accumulation de beaucoup de choses. Mais quand j'expliquais cette accumulation à certains proches, ils comprenaient pas forcément parce que eux, ça leur faisait pas cet effet-là. Par exemple, je vais dire, je sais pas, moi, j'ai peut-être vécu un harcèlement à l'école. Eux, ils allaient peut-être me répondre, mais c'est bon, c'est passé, t'as grandi, oui, en fait, ils minimisent sans s'en rendre compte parce que pour eux, ça leur fait pas cet effet-là, ça leur procure pas la même chose. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué quand t'es en position de détresse parce que pour moi, pour le coup, avant de faire cette tentative, j'en avais déjà parlé autour de moi à certaines personnes en disant, pas en disant que j'allais programmer de mettre fin à mes jours, mais que j'en peux plus, franchement, je suis au bout de ma vie. Et c'est des mots où faut pas passer à côté parce que il y en a beaucoup qui ont minimisé en se disant oui, mais on dit tout ça quand on dit ouais, c'est bon, je suis au bout de ma vie, etc. Ils minimisent les choses, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, à ce moment-là, c'est vraiment un moment de détresse. Et comme je suis dans une certaine détresse et que j'ai pas ce retour de ces personnes-là, puisqu'elles ne comprennent pas, et je peux pas leur en vouloir de pas comprendre si elles ne l'ont jamais vécu, et bah forcément, ça te met encore plus dans un down où tu as l'impression que, en fait, peut-être que c'est moi qui ai un problème, alors que pas du tout, tu vois. Mais je me dis, moi, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais en fait, je fais chier tout le monde. Là, je saoule tout le monde et je cherche de l'aide quelque part où j'en ai pas. Sauf que j'étais pas non plus, on va dire, informée que, en fait, peut-être voir un psy, ça allait m'aider aussi, tu vois. Mais est-ce que, du coup, la dépression, finalement, ce serait pas de l'overthinking? Genre, tu penses et tu repenses et tu réfléchis trop peut-être, mais t'es pas maître du coup de tes pensées. Tes pensées sont elles-mêmes actives et finalement elles te submergent. Enfin, c'est un peu ça. Enfin, Je pense que ça, je dirais plus que c'est de l'anxiété. Et en général, les gens qui font de la dépression ont aussi de l'anxiété parfois. Mais je dirais plus que la dépression, c'est vraiment un état où on n'a plus de force pour rien faire du tout. Et je pense qu'il y en a même qui ne ressentent même plus rien. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en dépression qui n'ont même plus d'émotions. Alors que quand on a beaucoup d'anxiété, comme moi par exemple, c'est trop d'émotions. C'est trop de pensées, trop de... donc les deux sont horribles, mais je pense que quand c'est combiné les deux, c'est difficile. Ouais. Et je pense que ce qui t'est arrivé aussi dans ton drame, c'est que on se sent seul, en fait, dans notre mal-être. Et c'est horrible d'être seul. Mais souvent, est-ce que c'est pas aussi le fait que ce soit d'autres personnes qui nous fassent comprendre qu'on est en dépression? Parce que tu nous as dit au début, tu étais en dépression, mais tu ne te rendais pas compte. Une espèce de dépression silencieuse. Est-ce que c'est pas les autres qui nous font comprendre qu'on est en dépression? Est-ce que soi-même, un jour, on se dit, tiens, je suis en dépression? Je pense pas. Donc, c'est plus les autres qui nous font comprendre qu'on est en dépression. C'est difficile à accepter. Ouais. Oui, ça, c'est moi, sûr j'ai eu beaucoup de mal à... Moi, j'avais peur de faire une dépression. Okay. J'avais peur d'être anxieux, j'avais peur de devoir prendre des médicaments. Et en fait, quand tu crées une peur sur quelque chose comme ça et que ça t'arrive, c'est encore pire. Mais en fait, je pense que on a un peu une phobie, parce que c'est dur de se dire, je fais une dépression, je fais un burn-out ou je dois prendre des médicaments. Ouais, donc c'est dur d'accepter en fait. Et je sais pas comment toi, Mylène, si tu penses que c'est d'autres personnes qui t'ont fait alerter, on va dire, ou je pense que c'est aussi toi seul. Bah, moi, j'y ai pensé. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce mal-être, est-ce que ça serait pas la dépression? Mais comme je le redis encore une fois, on n'a pas été suffisamment documenté ou alerté sur ce que c'est la dépression. Donc, on ne reconnaît pas forcément les symptômes. Et moi, vraiment, c'est quand on m'a posé un diagnostic. Donc, du coup, suite à cette tentative de suicide, j'ai été hospitalisée. Et c'est une fois à l'hôpital que j'ai vu un psychiatre qui m'a dit, mais en fait, vous êtes en dépression, mais ça fait un petit moment que vous êtes en dépression. Et enfin, tu réalises pas en fait sur le moment parce que c'est tellement quelque chose où, en général, les gens, quand ils sont en dépression, ils le cachent. T'es pas forcément au courant que telle personne a vécu une dépression. Là, par exemple, on discute. Là, je discute pour le podcast. Mais qui du podcast allait savoir que cette fille qu'on voit sur Instagram a été en dépression à un moment donné et a été hospitalisée, tu vois? Et donc, c'est des choses que, comme on ne le voit pas et que c'est pas normalisé, entre guillemets, et bah, moi, j'avais pas conscience de ça et je voulais pas non plus l'accepter jusqu'à ce qu'on me pose un diagnostic. Madame, il va falloir que vous preniez des médicaments, un traitement, etc. Mais sinon, avant ça, pour moi, j'étais juste dans le mal. Un mal très, très puissant. Mais j'allais réussir à en sortir un jour. Je sais pas comment, mais c'est tout, quoi.
Mais à quel moment précis, du coup, ta santé mentale, elle a pris un coup? Enfin, je veux dire, parce que là, du coup, tu nous dis que tu as fait une tentative de suicide et tout. Mhm. Mais est-ce que tu peux un peu plus nous donner un peu l'historique du cheminement? Comment est-ce que tu en arrives à là? Qu'est-ce qui s'est passé avant et tout ça? Ok. Bah, du coup, moi, il s'est passé des choses dans ma vie dont je n'étais pas forcément consciente. J'avais pas conscientisé ces choses parce qu'en général, enfin, il nous arrive tous des choses, mais on relève pas forcément. Donc moi, c'est en ayant discuté avec, enfin, en ayant consulté mon psychologue que je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, durant mon enfance, j'ai vécu de l'harcèlement à l'école. Et que suite à ça, en fait, j'avais développé un certain comportement, d'être méfiante avec certaines personnes, de me comporter d'une certaine manière. Et ensuite, ça a amené l'anxiété aussi. Mais je pense que l'anxiété, ça a été amené un peu de mon père, parce que mon père est anxieux de Ok. base. Donc, par exemple, quand C'est héréditaire, ça, tu penses? je dirais pas que c'est héréditaire, mais peut-être que Je pense que ça peut parfois venir de l'éducation aussi. Si tu grandis dans un milieu anxieux. Mais moi, ouais. parce que mon père, par exemple, dès que j'allais sortir dehors, il allait me bombarder de messages. Oui, quand tu traverses, tu fais attention. Et surtout, regarde bien l'heure. Et surtout, ferme bien ton sac parce qu'il ne faut pas qu'on te vole. Enfin, tu vois, plein de questions comme ça où c'est un peu, je trouve qu'il pensait un peu de manière pessimiste. Mais du coup, tout ce pessimisme rentrait dans ma tête. Et moi aussi, j'ai commencé à penser comme ça et à avoir toutes ces anticipations en fait dans ma vie. Donc forcément, j'ai grandi comme ça. Donc au fur et à mesure de ma vie, donc j'ai eu l'harcèlement, l'anxiété qui est venue par mon éducation, la danse qui est c'est quand même, on va pas se mentir, anxiogène parce que bah voilà, hein, on est dans un milieu de requins où les gens ne veulent pas forcément ton bien, c'est assez compétitif. Donc si déjà Très compétitif. si déjà, mais du coup si déjà tu as tout ce background et en plus tu viens dans un milieu où il faut avoir une santé mentale quand même de béton. Ah ouais. Bah forcément, tu es un peu plus sensible, on va dire, à des choses qui peuvent se passer. Et moi, pour le coup, je pense ce qui m'a vraiment fait tomber, c'est que j'ai été sur un contrat qui a duré 11 mois. Donc 11 mois, c'est beaucoup. Et j'étais avec une équipe où socialement, ça se passait très mal pour moi. Ok. Je suis un peu déjà une éponge. J'ai déjà l'anxiété de me dire que... En fait, j'allais déjà au travail en me disant, oui, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Faut que je m'adapte aussi à l'équipe. J'ai envie d'être bien vue de mes supérieurs. T'as toutes ces pensées-là de te dire que c'est ça. Ok. De te dire, bah, j'ai bien envie d'être vue parce qu'en fait, j'ai envie de rebosser aussi là-bas. Donc, j'espère que mes supérieurs vont vraiment bien me voir, etc. Et moi, en fait, ce que j'ai vécu avec l'équipe où j'étais, sans s'en rendre compte pour eux. C'est un contrat artistique, excuse-moi. Exactement, c'est un contrat de danse. Sans s'en rendre compte pour eux me rabaissaient et on va dire, me bombarder avec des phrases qui pour eux n'avaient pas forcément un impact. Mais pour moi, ça avait un impact, avec tout cumulé, ça avait un impact encore 10 fois pire. Par exemple, ça m'est peut-être déjà arrivé d'arriver en retard. Bah, ça allait me dire des trucs en mode ouais, mais en fait, tu te rends pas compte, tu prends ton travail pour un jeu, tu nous fous dans la merde, etc. Enfin, c'est des trucs, peut-être que pour eux, ça signifiait rien, mais pour moi, qui n'étais pas en état de pouvoir relever ce genre de comportement et de pouvoir me confronter à ça, bah, je le prenais et je me disais, bah, si un des danseurs de mon équipe pense ça, mais qu'est-ce que les gens au-dessus pensent? Et donc, du coup, je rentrais dans des réflexions et je me disais, mais en fait, je vais me faire virer. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je vais me faire virer, je vais plus jamais retravailler là-bas. Et puis, en plus, le monde de la danse, c'est tellement petit, c'est à la fois grand et petit. Donc, du coup, je commençais à me dire, mais du coup, si mes supérieurs, ils savent que que s'ils me prennent pour quelqu'un de retardataire ou de pas compétente, ils peuvent en parler avec d'autres chorégraphes sur d'autres contrats. Et donc, du coup, je suis en train de me griller. Et en fait, je rentre dans un truc où je l'ai hyper mal vécu, en fait. Ce contrat, je l'ai hyper mal vécu parce que... Là, c'était en gros c'est un peu du harcèlement, même si c'est plus à l'école. J'ai vécu du harcèlement. C'est du harcèlement. J'ai vécu du harcèlement sur ce contrat par mes collègues et j'en avais pas conscience. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi, j'arrivais au travail et je me disais, bon, bah, tu sais quoi, si ils parlent, ne calcule pas. Sauf qu'en fait, je négligeais ma santé en faisant ça. Je négligeais ma santé mentale en faisant ça parce que j'entendais les choses et je me disais, t'inquiète, Mylène, ça va ressortir de l'autre côté. Sauf qu'en fait, ça ressortait pas. J'entendais. Peut-être que je réagissais pas sur le moment, mais quand je rentrais tous les soirs en pleurant, en disant à mon mari,
ouais, bah, on m'a dit ça aujourd'hui. Est-ce que tu penses vraiment que je suis comme ça? Mais quand j'ai fait ça et tout, on m'a répondu ça. Est-ce que toi, tu penses que j'ai mal fait? Et en fait, c'est plein de questions comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'en sors plus. Ça s'arrête pas, en fait. C'est ça, ça Ton cerveau, s'arrête il fait pas. que de... Et du coup, même si eux n'ont pas l'impression de m'harceler, même s'ils allaient me dire juste un truc, peut-être, ouais, ton costume, il est mal mis, bah moi, j'allais le prendre comme si on m'avait dit un truc de fou parce qu'en fait, t'arrives plus en fait à savoir qu'est-ce que je dois calculer et qu'est-ce que je ne dois pas calculer, en fait. Et est-ce que à ces moments-là, quand tu te faisais du coup harceler, est-ce que avant ça, toi, tu as prévenu, en gros, tes collègues que t'es de base anxieuse ou pas du tout? Non, du tout. Ok. J'en avais pas conscience. Ok. Pour moi, j'avais pas conscience d'être anxieuse parce que je pensais que c'était normal de réfléchir autant. Ok. Je pensais que c'était normal de réfléchir autant jusqu'à mon hospitalisation où du coup j'ai eu un traitement et on m'a donné un traitement contre l'anxiété et le premier jour où on m'a donné le médicament, je me suis sentie mais comme si je planais. Enfin, alors que j'étais normale, mais comme si je planais, j'avais rien dans le cerveau et j'ai dit au médecin: «Mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue?» Elle me dit: «Non mais madame, enfin, ce que vous ressentez, c'est ce que les gens de base, L'état normal. c'est l'état normal en fait.» Oh, wow. Et j'ai dit: «Ah bon, mais les gens ne réfléchissent pas autant?» Elle m'a dit: «Non, c'est vous qui réfléchissez trop.» Et je me suis dit: «Ah mais en fait, moi je pensais que c'était normal, que tout le monde réfléchissait comme ça», tu vois? Wow. Donc ça veut dire que sur le contrat, j'avais pas conscience que j'étais anxieuse. Pour moi, c'était totalement normal et je pensais que tout le monde faisait ce que je faisais. Et est-ce que tu as essayé de leur parler ou de leur demander d'arrêter de faire des remarques ou... Enfin, est-ce que genre tu étais juste une éponge, t'absorbais, tu disais rien? Ouais, parce que ça va avec mon éducation. Mon père, il m'a toujours appris, si on te fait des reproches, de ne rien dire. Parce que pour lui, répondre, ça serait créer une confrontation. Et donc directement, ça créerait des problèmes. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi, de me dire que quand quelqu'un te dit quelque chose, va dans son sens et ne réagis pas forcément. Parce qu'en fait, la finalité du truc, c'est que tu ne veux pas de problème. Mylène, tu ne veux pas de problème, donc ne réagis pas. La finalité du truc, tu veux pas de problème, mais au final, le problème se cause à le l'intérieur problème, de toi. c'est moi qui l'ai au final. Ouais. Donc maintenant, je pense plus pareil, je pense différemment. Mais du coup, c'est comme ça que moi je pensais. Et ça va du coup avec mon éducation. Et comme j'ai dit, c'est vraiment tout un background qui fait que t'en arrives à là. Parce que je pense que, après, je veux pas dire qu'il m'a mal éduqué, loin de là. Que c'est sa manière de voir les choses. Et pourtant, ça m'a très bien servi pour quand j'étais au collège, au lycée et tout. Ça m'a très bien servi parce que ça m'a évité des problèmes. Mais en fait, au final, c'est moi qui encaissais les choses mentalement. Mais je veux pas dire que je regrette. Je pense que si j'en suis arrivée à là, c'est pour comprendre plein de choses qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière, quoi. Mais à quel moment, du coup, on en vient jusqu'à une tentative de suicide? Du coup, comment est-ce que tu passes de je me fais harceler sur un contrat à je me suicidé? C'est des mots crus, en fait. Hein. Après, je pense que ça a eu malheureusement des conséquences même après ce contrat-là. En fait. Et je pense que tu as été peut-être un peu dépassé parce que tu t'es dit, mais attends, le contrat est fini, pourquoi je continue à me sentir comme ça? C'est exactement ça, parce que du coup, le contrat, c'est fini. Après le contrat, en fait. Le contrat, c'est fini, donc moi, j'étais contente. Je me suis dit, je vais plus revoir mes collègues, c'est trop bien, je vais pouvoir me reposer, faire des choses que j'aime. Sauf qu'en fait, comme j'avais négligé ma santé mentale et que j'étais blessée, en fait, quand on dit que la santé mentale, c'est hyper important, c'est comme une blessure physique. Imagine, tu te coupes ou tu te fais une entaille de fou sur, je sais pas, ton bras, bah, ça va pas guérir du jour au lendemain. Tu vois, il va falloir que tu prennes soin, que tu rééduques, etc. Enfin, on parle vraiment d'une vraie blessure. Tu t'es cassé quelque chose ou tu t'es totalement coupé le bras. Et en fait, moi, c'était ça. Ma santé mentale était totalement brisée. Et moi, je me suis juste dit, oui, mais de toute façon, juste finir ce contrat, bah, ça va aller. Ça ira mieux. Alors que pas du tout. En fait, il fallait que je me soigne. Il fallait que je comprenne ce qui m'est arrivé. Il fallait que je prenne du repos pour moi. Et en fait, tout ça, moi, je l'ai négligé parce que j'avais pas conscience que j'étais blessée mentalement. Donc, ça veut dire que j'ai continué ma vie. Sauf que, comment tu peux continuer ta vie alors que mentalement, t'es blessé? C'est comme si je te dis comment tu peux continuer de danser alors que tu t'es fait les ligaments. Et puis même, je pense que les gens... Enfin, je pense que t'as pas donné beaucoup de détails, mais les gens doivent comprendre que c'était un contrat de 11 mois et dans la semaine, tu travaillais combien de jours? En 4 ou 5 jours. Voilà. Donc, physiquement, déjà, t'es éclaté. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, mentalement, ça veut dire que quand le contrat se termine, bah, tu dois faire face à ton état physique. Et en fait, ton état mental aussi, il a
rajouter dessus. Donc, ouais, effectivement, ça fait beaucoup, je pense. Et je pense aussi qu'on a tous connu ça. Je pense, quand on finit un contrat et qu'on n'a pas forcément du travail derrière, on a tous une petite descente, je pense. Et cette descente, plus des choses qui ressortent, qui se sont passées durant tous les mois, avant, etc., je pense que c'est ça aussi qui est difficile, tu vois. Parce que finalement, tu te lèves le matin, t'as peut-être pas forcément de boulot, t'as tes voix, tes pensées qui viennent dans la tête, et en fait, tu es dans un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, bah, t'en peux plus, quoi. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est un, comment je vais appeler ça? C'est un des inconvénients de la vie artistique, parce que quand j'ai commencé à vivre que de la danse, en fait, tu te retrouves beaucoup chez toi. Du coup, bah, si t'as quelqu'un, tant mieux pour toi. Si t'as personne, tu seras seul. Et en fait, malheureusement, que tu le veuilles ou non, et même si que tu le sois ou que tu le sois pas, tu vas penser. Et en fait, t'es dans tes pensées. Et donc, tu penses, bah, comme t'as dit, à la fin d'un contrat, à tout ce qui s'est passé, des choses qui t'ont pas plu, ce qui t'a plu, mais généralement, on pense à ce qui nous a pas plu. Et je pense que, ouais, on réfléchit beaucoup. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que être un artiste, parce que du coup, les artistes, on va travailler beaucoup sur une période, sur un moment donné, mais il va y avoir un moment où on a une chute où il se passe plus rien, avant un autre contrat ou quoi, et on va beaucoup penser. À ce moment-là, vous faites comment, en fait? Enfin, comment est-ce que vous faites pour, voilà, faire face à toutes ces pensées? Voilà, est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est mal passé? Enfin, moi, je sais que j'ai besoin pour me sentir bien. C'est-à-dire, si je finis un contrat, il faut que je continue à voir des gens, il faut que j'aille faire du sport, il faut que je fasse des choses. Je peux pas rester chez moi, sinon c'est catastrophique. Je pense que on est beaucoup à être comme ça. On rumine, on n'a pas de boulot, on n'a pas confiance en soi, on va sur les réseaux, on voit que les gens bossent et nous non. Et du coup, on est déprimé, tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment continuer. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir des amis, j'ai besoin de m'entourer. C'est super important. Je pense aussi les gens qu'on a dans notre vie, le cercle d'amis avec qui voilà, c'est socialement, faut pas rester seul, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. La pire erreur, c'est de rester seul quand on n'est pas bien. Par exemple, quand on vient de finir un contrat et qu'on est un peu down, il faut sortir, il faut aller voir des amis, même s'il faut se forcer. Moi, parfois, j'ai pas envie d'aller faire le cours de vélo, cycling, mais je me dis, c'est bien, Jérémy, pour ta santé mentale. Donc, parfois, il faut se forcer un petit peu, mais je pense que vraiment, faut pas rester seul dans des moments où on se sent un peu down, surtout après pour les danseurs, après un contrat, parce qu'on a tous ces vagues. Dans notre, moi, j'ai vu après Disney, il y a eu l'été, la rentrée arrive, on est tous stressés parce qu'il n'y a pas de taf, donc on est tous en down. Et je pense que oui. Des auditions. Et c'est vrai que notre métier c'est difficile parce que c'est vraiment des vagues. Et pour la santé mentale, c'est difficile. Quelqu'un qui travaille à 9 to 5 du lundi au vendredi, qui a le même boulot, alors bien sûr il a du stress aussi, mais nous on est là, attends, le mois prochain, je sais pas ce que je fais de ma vie, et puis attends, je vieillis, comment je vais faire après, enfin, l'argent, tout, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que on n'a pas une vie très stable, faut le dire. Oui. Et en même temps, on voudrait pas avoir une routine. Donc, oui. Après, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Tu dis que tu as besoin de voir du monde. Mais en même temps, quand tu passes un contrat où tu as fait 11 mois qu'avec des personnes, moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'un moment où, en fait, ma batterie sociale, elle est totalement down. Et en fait, j'ai besoin d'un moment où je me retrouve seule. Sauf qu'il faut trouver l'équilibre de combien de temps tu restes seule et à partir de quel moment tu retournes voir ton entourage et tes proches. Et en fait, c'est ça aussi, faut trouver une certaine balance. Parce qu'en fait, moi, personnellement, je ne l'avais pas trouvé. Je m'étais totalement isolée. Et en fait, c'est ça qui a fait que je suis encore plus tombée. Que je voulais vraiment plus voir personne. Je me suis dit, j'ai vu des gens pendant 11 mois en 5 jours. C'est bon, là, j'en peux plus de voir tout le temps du monde. Et pourtant, tu avais quelqu'un à la maison. Imagine, tu avais personne à la maison. Ouais. Bah, je sais pas. Et c'est bien et pas bien en même temps, parce que je pense que c'est difficile de faire bonne figure devant ton mari, par exemple, parce que tu veux pas empiéter sur sa santé mentale à lui. Donc, je pense que il y a deux... Voilà, ça peut être bien et aussi difficile parce que tu as le poids de pas faire de la peine à ton partenaire aussi. D'ailleurs, tu disais un truc en disant le milieu aussi ne favorise pas forcément tout ce qui est bien-être et santé mentale. Quelles sont, de par vos expériences, vos jobs que vous avez eus, parce que moi, j'ai déjà eu des conversations avec des personnes qui ne dansent pas du tout
Et quand on leur dit que parfois le danseur peut souffrir, le danseur ne va pas bien, que souvent ils se disent « Ah, mais vous dansez, vous vivez de votre passion, c'est génial, on regarde vos vidéos. » Et quand tu leur dis un peu l'envers du décor, ils sont là « Ah bon, vous allez pas bien? Mais comment ça, vous allez pas bien? Vous dansez, tu danses. C'est limite, tu danses donc tu vas bien en fait. » Mais du coup, quels sont, selon vos expériences, les petits éléments du milieu qui ne favorisent pas, voilà, c'est ça, qui sont nocifs et ne favorisent pas du tout le bien-être du danseur? On peut tous répondre, hein, je pense. Ouais, vraiment. Mais déjà, faut prendre en compte, parce qu'on nous voit en tant que danseur, mais il faut prendre en compte que quand tu es danseur, tu es totalement face à ton image, presque toute une journée, puisque tu es face à un miroir. Donc déjà, tu vois tous tes défauts. Déjà, on va commencer par là. Quelqu'un qui est dans un bureau, il n'est pas face à un miroir toute la journée en train de regarder ce qu'il fait. Alors que nous, c'est vraiment, on a besoin du miroir pour voir ce qu'on fait au niveau des mouvements. Mais du coup, en 8 heures de répétition, tu as le temps de voir que, tu as des boutons, ton corps, il n'est pas fait comme toutes les autres danseuses, elles sont toutes sveltes et tout. Et toi, par rapport à toutes les autres danseuses, tu vois que tu as un peu plus de peau, un peu plus de chair. Tu n'as pas la même souplesse que certaines personnes. Et en fait, forcément, il y a un peu cette comparaison malsaine qui commence à s'installer parce que tu te dis, mince, en fait, là, je suis sur un contrat, on est en répétition, mais j'ai pas le même profil que toutes les autres. Et tu remarques des choses. Et puis même, des fois, ça arrive qu'il y ait des chorégraphes qui, quand ils font le casting, qui disent des choses inappropriées. Ok. Malheureusement, mais c'est déjà arrivé qu'en casting, on puisse te jeter en disant bah non, là, t'as trop de peau, tu vois, genre t'es un peu trop grosse. Ou... Pas avec ces mots-là, mais en tout cas, c'est ce que tu comprends. Tu es là en mode bah mince, en fait, je fais pas le poids nécessaire. Okay. C'est même pour ça que tu vois, sur certains CV, ils demandent quel poids tu fais. Alors qu'en soi, le poids, ça veut absolument rien dire. Hein. Je peux faire 60 kilos de muscles et pourtant, voilà, quoi, tu vois. Mais... J'ai entendu dire aussi qu'il y a certaines écoles, grandes écoles de danse où on te dit, enfin, on vérifie ce qu'il y a dans ton plateau, on te dit tu ne dois pas manger ça, toi, tu prendras pas ça, pas de dessert, on pense que c'est que dans les films et à la télé. Mais bon, moi, personnellement, je ne vais pas penser à ça, mais j'ai entendu. Mais non. Non. Bon, mais c'est marrant. On te dit, voilà, non, toi, tu seras que une entrée pour toi. Parce que, voilà, t'es déjà assez grosse. Voilà. Tu vois. Mais je pense que ces gens-là se rendent pas compte de l'impact que ça a sur des troubles alimentaires plus tard, sur des gens, sur la santé mentale. Je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte de même un mot sur une fille qui a 14 ans, l'impact que ça peut avoir 10 ans après, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce que dans le milieu du spectacle, de la danse, les gens de l'extérieur croient qu'on a tous confiance en nous, qu'on est, you know, I'm the best et tout. Mais en fait, moi, je me rends compte que tellement de gens ont peu confiance en eux dans le milieu de la danse ou dans le milieu de l'artistique. Et c'est marrant ce contraste parce que les gens de l'extérieur pensent que non. Je pense qu'on a tous confiance en nous. Alors que pas du tout, on a tous des doutes, tous des peurs, tous. Oui. Et avec les auditions, les castings, c'est difficile quand même d'aller à un casting et de penser qu'on est le meilleur et qu'on va booker le job. C'est tout le temps, c'est pas facile. C'est comme les gens qui travaillent à la banque qui s'y font un entretien d'embauche toutes les 2 semaines. C'est fatigant. Ouais, vu comme ça. Et en plus, c'est physique. À l'audition, on te demande de danser, on te demande d'apprendre une choré. Et tu dois la mémoire. Et c'est beaucoup aussi sur le paraître, parce qu'en audition, il faut que tu sois quand même présentable. Tu peux pas venir en audition. Après, ça reste un entretien, c'est sûr. Mais il faut que tu sois présentable. Et en plus, c'est pas juste un entretien de 15 minutes. On te dit rendez-vous à 9h et l'audition peut terminer à 18h. Donc, entre-temps, tu as le temps de te refroidir, ton corps a le temps de refroidir, tu as le temps de penser à ce que tu as fait à l'audition. Tu te dis, bah mince, pendant tout l'apprentissage, j'étais bien. Au moment de passer, j'ai pas petit coup de stress et tout, bah j'ai fucked up. Et en fait, tu vas repenser à ça, tu vas te dire, mais en fait, ils vont vraiment se baser que sur ça, alors que tout le reste, j'ai bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu peux vite perdre confiance en te disant, bah le jury vont se baser sur quoi? Parce qu'ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu les autres jours. Et ça rejoint un peu sur ce qu'il y a sur les réseaux, entre guillemets, parce que tu peux faire, on va dire, un cours de danse. À la fin, le cours de danse, il est filmé. Et tout le cours de danse, tu l'as très bien fait. Et la vidéo, tu fucked up. Et du coup, tu te dis, bah... Tu t'arrêtes sur ça et tu te dis, bah en fait, c'est la seule vidéo que j'ai de ce cours. Donc, les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont être en mode, mais en fait, c'est pas danser, elle. Alors qu'en vrai, comment tu peux te baser sur juste une vidéo, sur juste 30 secondes, tu vois? Mais c'est ce que j'allais dire justement. Moi, je pense que les réseaux, est-ce que c'est pas aussi 2 outils dont je vais citer Instagram et TikTok, au-delà d'être nos CV,
est-ce que le côté pervers de ces outils, c'est possible le fait que ça nous bousille nos santé mentale, surtout encore plus si t'es jeune et que tu veux ressembler aux gens qui font, et tu dis, moi, je veux la même vie. Moi, je suis complètement addict à Instagram, c'est une catastrophe, mais je sais que c'est mauvais pour ma santé mentale. Parce que toute la journée, on se compare aux autres. On met tous le meilleur de nous-mêmes sur Instagram. Enfin, moi, pas tout le temps. Des fois, je mets des choses, je me demande ce qui se passe. Mais on met tous le meilleur. Donc, ce qu'on voit de l'autre, c'est sous son meilleur jour. Mais quelqu'un qui met des photos avec les six-packs et là, boum, boum. En fait, peut-être qu'il a même pas confiance en lui, ce mec. Ouais, j'avoue, on sait pas. Et en fait, toute la journée, on est là à se comparer et tout. Et ça, moi, je sais que ça m'affecte, même si je continue comme un teuteux à regarder toute la journée. Mais je pense que c'est difficile de se comparer tout le temps dans les auditions, sur Instagram, tout ça. Et bon, pour répondre à ta question, moi, ce que je dirais aussi, ce que je peux ajouter, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi le côté où tu vas mettre beaucoup d'efforts dans le travail, tu vas chercher à te perfectionner, tu vas chercher à être le meilleur dans ta discipline, ou même une meilleure version de toi-même, tu vois. Et quand tu y arrives, finalement, le résultat n'y est pas. Je sais pas ce que je veux dire. T'as travaillé, t'as charbonné, tu t'es entraîné, t'as réfléchi, t'as mis un truc en place et tout, et tout, et tout. Et puis, les gens ne vont pas recevoir la chose comme ils devraient, tu vois. Comme ils devraient ou comme toi, tu voudrais qu'ils soient? Non, comme toi, tu voudrais qu'ils soient, tu vois. Où les gens, voilà, ils vont pas recevoir le projet, voilà. Ou même, tu peux faire un projet vidéo, tu peux mettre de l'argent, tu peux t'entraîner, tu peux te casser la tête de l'organisation et tout, et tout. Et puis, je sais pas, moi, tu vas avoir, 200 vues, par exemple. Tu vois, par rapport à ça fait mal, faut dire la vérité. C'est des choses, c'est des faits qui sont nocifs aussi dans le monde artistique. C'est des choses qui arrivent. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont répondre, mais quand tu fais du contenu, quand tu fais ton travail personnel, tu fais pas pour toi. Mais en fait, ça serait mentir de dire que tu fais ça à 100% pour toi, parce qu'en fait, c'est pas toi-même qui va t'apporter tel ou tel job, entre guillemets. Sinon, si on se bouquerait tous nous-mêmes, bah en fait, on aurait tous du travail. Parce qu'en fait, on attend, du travail qu'on va fournir, on attend une certaine validation. On veut quand même un retour. Au-dessus, parce que sinon, on travaillerait pas. T'as raison. T'as raison. Il y a le côté validation aussi qui peut aussi faire mal. Enfin, je sais pas si on parle de la même validation, mais... Validation des autres. Validation des autres. De ce que nous on fait. De ce que nous on fait, d'autres personnes qui sont dans la même discipline, par exemple. Et en faisant bien et en s'entraînant, on attend aussi quelque part une validation de leur part, que ce soit direct ou indirect. Et quand on l'a pas aussi, ça peut nous frustrer aussi, tu vois. Totalement. Donc il y a énormément, je pense, de facteurs. On peut les énumérer, mais il y a plein de choses qui font que un artiste, un danseur artiste peut ne pas forcément être heureux malgré qu'il vive de sa passion, enfin qu'il fasse sa passion, quoi. Et du coup, en ayant conscience un peu tous ici autour de la table de qu'est la dépression, l'anxiété, et tout à l'heure tu parlais du fait qu'il y a des gens, tu as beau leur expliquer des choses, ils comprennent pas ou ils écoutent pas. Est-ce que vous, du coup, vous avez développé en retour une écoute bienveillante envers d'autres personnes? Et j'en profite par là aussi pour passer un coup de gueule qui est vraiment... Parce que moi, je considère que l'écoute, on a tous du mal. Je me mets même là-dedans, on a tous du mal. En plus, moi, je viens je suis africain. Tu sais que dans la culture africaine, en plus, l'écoute, par exemple, de nos aînés, c'est un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu vas voir tes aînés, tu leur dis « j'ai mal ». Ils vont te dire « oui, mais moi, j'ai mal plus que toi ». Déjà. En fait, on hiérarchise. Mais non, t'as pas mal. Mais non, santé mentale, mais pas du tout. On a tendance T'es heureux, juste sois heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi. Mais non, mais t'es pas bien, mais juste sois bien. Mais faut pas te prendre la tête autant. Il faut pas te prendre la tête. Et aussi, ils vont dire, mais tu sais, moi, nous, avant, on allait au champ. Non, mais frère, je suis en train de te parler de moi, là, maintenant, Non, mais là, c'est vraiment un coup de gueule pour tout le monde. Je pense que des fois, une personne vient te voir et te dit, j'ai mal. Combien même c'est sa douleur à elle et que tu ne la comprends pas, juste écoute-la. Parce que juste le fait de l'écouter, peut-être que ça va éviter qu'elle aille se suicider ou que ça va éviter qu'elle aille faire n'importe quoi. Du coup, en partant de là, est-ce que vous, du coup, vous pensez avoir développé une écoute bienveillante envers d'autres personnes du fait de vos expériences? Moi, déjà, Mylène, quand j'ai appris ce qu'elle avait vécu, etc., ça m'a beaucoup touché parce que
j'ai vécu des choses aussi, donc j'ai été content de pouvoir lui envoyer un message, savoir comment elle allait, et surtout lui dire que je suis là si elle a besoin. Je sais ce que c'est, donc c'est toujours plus facile de parler à quelqu'un qui a vécu un peu ce qu'on a vécu, parce qu'on se sent compris, on se sent soutenu. Comme je disais tout à l'heure, de se sentir seul dans son mal-être, c'est horrible. Et du coup, je pense que, moi, c'est vraiment la santé mentale, c'est quelque chose qui me touche énormément, et je sais que beaucoup de gens souffrent dont on ne connaît même pas, on ne sait pas qui souffrent en fait. Parce que souvent, je suis désolé de le dire, mais les gens les plus solaires, les plus heureux, pumped up, je veux dire, moi, personne ne se doute que je prends des antidépresseurs depuis 10 ans. J'avoue, je t'ai croisé tout à l'heure, j'aurais pas pensé. Tu vois, tu me vois on se connaît et tout, t'es là, ah ouais, Jérémy, il rigole, il fait des blagues, il est rigolo et tout. Mais alors que je suis sous antidépresseur, j'ai un trouble anxieux depuis des années généralisé. Enfin, mais en fait, je pense que les gens, on voit pas ce que quelqu'un traverse. Et parfois, faut prendre conscience de ça et se dire que faut être gentil avec les gens parce qu'on sait pas ce qu'ils traversent. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Mais je pense que toi aussi, maintenant, t'as dû développer pas une sympathie, mais quelque chose qui te touche parce que tu l'as vécu. Donc forcément, quand quelqu'un est mal, qui a de l'anxiété ou qui vit une dépression, ça te touche parce que tu as vécu ce malheur. Mais je vais même rajouter, parce que j'ai dit que j'étais hospitalisée, mais j'ai été hospitalisée du coup pendant moins d'1 mois en clinique psychiatrique. Et donc du coup, forcément, j'ai vu plusieurs cas différents de dépression et de plusieurs facteurs qui ont emmené chaque personne à la dépression. Donc moi, c'était l'harcèlement, mais il y en a d'autres, c'était des ruptures amoureuses. D'autres, c'était ils font un travail, ça fait 40 ans qu'ils font le même travail et leur travail ne leur plaît pas. Et en fait, quand tu prends du recul sur tout ça, tu pourrais te dire, mais en soi, si son travail lui plaît pas, il a qu'à changer. Il a qu'à changer, c'est ce qu'on dit aujourd'hui en plus. C'est là-bas où je me suis rendu compte qu'en discutant avec les personnes, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et en fait, c'est ça, c'est la sensibilité. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Moi, je vais pas être sensible à une rupture amoureuse, mais c'est pas pour autant que la personne qui va être en face de moi, je vais lui dire, mais c'est bon, tu vas en trouver un autre de mec, tu vois. Non, pas du tout. Faut être vraiment à l'écoute de ça lui fait mal. Je vais entendre son mal. Parce que moi, j'ai vécu un mal aussi. Ça se trouve que moi, l'harcèlement, ça l'aurait pas touché. Mais elle est à l'écoute de ce que moi j'ai. Moi aussi, je vais être à l'écoute de ce qu'elle a et essayer de comprendre. Et aussi, il faut aussi rappeler, c'est important, de dire qu'il y a des gens qui ont un déficit chimique, par exemple, de la molécule du bonheur, la sérotonine. Donc ça, c'est des choses qu'on n'explique pas. C'est pas parce que... il y a des gens qui font des dépressions, c'est pas parce qu'ils ont forcément vécu quelque chose. C'est juste qu'ils ont un déficit de sérotonine, par exemple. Donc, ils doivent prendre des médicaments. Diagnostic, du coup. Oui, bien sûr. Okay. Et c'est pour ça qu'il existe des traitements. Moi, je sais que je prends un traitement antidépresseur depuis 2016 qui m'aide à réguler ma sérotonine. Alors, il y a plusieurs types de médicaments, etc. Il y en a qui sont plus pour l'anxiété, plus pour la dépression, parce que chacun est différent. Mais voilà, faut aussi poser les mots et dire qu'il y a des gens qui ont un déficit chimique de sérotonine et qui fait qu'ils sont en dépression, mais ils peuvent pas choisir. On choisit pas d'avoir du diabète, on choisit pas d'avoir un cancer, on choisit pas de faire une dépression. Mais c'est à quel moment que ça se diagnostique, ça? Ça dépend. Il y a des gens à l'adolescence ou même très jeunes. Après, quand on a moins de 10 ans, c'est difficile à un enfant de lui faire... qu'ils comprennent. Mais il y a des gens, ils sont en dépression toute leur vie parce qu'ils ont un déficit, donc c'est pour ça qu'ils prennent des traitements. Et le traitement, il a vie ? Ça dépend. Ça dépend si c'est... En cas, à un moment donné, tu l'arrêteras le traitement. Moi, alors, il y a aussi ce truc, c'est que les gens... Moi, j'ai beaucoup eu de connaissances qui me disaient « Mais du coup, tu vas arrêter, c'est quand que t'arrêtes et tout ?» Et en fait, j'ai envie de leur dire, en fait, le truc, c'est que quelqu'un qui a du diabète, par exemple, on va pas lui dire « Ah, mais t'arrêtes pas les médicaments ?» Enfin, je veux dire, je sais pas. Ça part, quoi. Donc... c'est un peu pour moi, non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui prennent des traitements antidépresseurs pour avoir une régulation de la sérotonine pour pouvoir vivre comme vous, en fait. Oui. Donc, moi, quand on me dit en fait, moi, j'ai décidé de pouvoir vivre ma vie et pas survivre. Donc, s'il faut que je prenne des médicaments antidépresseurs toute ma vie, c'est pas grave. Il y en a qui prennent des médicaments pour le cœur, il y en a qui prennent des médicaments pour le diabète. Oui. Et en fait, il faut vraiment... dédramatiser et surtout ne pas faire... En fait, le pire, c'est de faire sentir les gens comme si il fallait qu'ils arrêtent. Parce que du coup, ça engage encore plus d'anxiété. Parce que tu te dis, mais du coup, sans les médicaments, comment je vais être ? Et moi, j'ai essayé d'arrêter. Après le Covid, je me suis dit, là, je me sens bien, je vais arrêter et tout. Et puis, en fait, j'ai eu une rechute.
Et du coup, j'ai repris. Et en fait, je me suis vraiment dit, c'est pas grave. C'est pas grave de prendre des antidépresseurs toute ta vie. Il y a pas de mal, faut pas qu'on voit ce truc-là comme quelque chose de mal. En tout cas, moi, j'ai passé ce cap parce que c'était très dur pour moi de commencer à prendre des antidépresseurs. Vraiment, je ne voulais pas. C'était le truc où je me disais, ça y est, c'est fini. Enfin, je vais prendre des médicaments, c'est la fin. Et en fait, il faut vraiment passer ce cap-là. Et quand t'es jeune, c'est difficile d'avoir conscience de ça, que c'est OK, en fait. Prendre des antidépresseurs, c'est pas pire que prendre des médicaments parce que t'as high blood pressure, tu vois. Peut-être que c'est juste qu'en fait, c'est mal vu dans la société. En gros, bien sûr. Mais je vous rappelle quand même que quand... genre les gens qui disent... Oui. Et puis les gens, avant qui prenaient des antidépresseurs ou qui étaient en dépression, c'était des fous. On les considérait comme des fous. Mais c'est vrai. Les hôpitaux psychiatriques, c'est les fous. Mais en fait, c'est pas les fous. Pas les fous. Mylène, elle est allée dans un hôpital psychiatrique, elle est pas folle. Non. Oui. Elle est totalement... Vous êtes venu me voir, est-ce que vous avez vu des fous? Faut casser ce tabou, en vrai. Non, il y a pas de fou. Les gens, ils étaient normaux, ils nous ont dit bonjour, ils discutaient avec nous. Et c'est ça qu'on a dans notre éducation, c'est quand dans des conversations, on dit « Ah non, mais lui, faut le mettre en hôpital psychiatrique ». Et qu'après, 20 ans après, on est en dépression, on va dans l'hôpital psychiatrique. Vous voyez ce que je veux dire? Mylène, t'as fait un séjour là-bas, tu n'es pas folle. Tu vois ce que je veux dire? Du tout. C'était le meilleur séjour de ma vie, franchement. C'était trop bien. Ça s'est passé comment, du coup, ton séjour? En fait, ce qui était bien, c'était que je sentais qu'il n'y avait aucun jugement. Parce que du coup, j'étais qu'avec des patients qui étaient en dépression ou qui avaient des problèmes, on va dire, psychologiques, du style anxiété, bipolarité, etc. Et comme on était tous dans le même bateau, et ben on se parlait. Alors que j'étais avec des personnes, ça allait de 18 ans jusqu'à même 70 ans, je crois. Wow. Mais du coup, on se parlait et en fait, on était nous-mêmes. Pour le coup, il y a des personnes, j'aurais jamais pensé, qui sont directeurs de je ne sais quelle compagnie ou d'autres qui sont telle ou telle personne. Parce qu'en fait, on était vraiment nous-mêmes et on se rendait compte que, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on ne se prend pas pour les personnes qu'on pense être dehors. C'est qu'on est vraiment juste nous-mêmes et on s'accepte tel qu'on est. Donc, il y avait des moments où on allait descendre, on allait aller à la cantine. Il y en a qui allaient pleurer, il y en a qui n'allaient pas vouloir parler. On était OK avec ça. Il y avait personne qui allait lui dire « Mais pourquoi tu pleures et tout? T'as besoin qu'on parle ?» En fait, on savait que chacun a besoin de son espace, qu'on est là pour les mêmes raisons. On n'est pas bien, en fait, et on acceptait le fait d'être pas bien. Et ça m'a fait du bien, de me dire que j'accepte que je suis pas bien et qu'autour de moi, on accepte que je suis pas bien et on me force pas à aller bien. Okay. On allait peut-être me poser des questions. On a une phrase là, qu'on me force à aller bien. Développons. Mais peut-être qu'on allait me proposer, est-ce que tu veux en parler? Enfin, il y avait vraiment un respect où les patients allaient peut-être me voir pleurer et dire, tu veux en discuter? Si je leur dis, si j'allais leur répondre oui, j'allais en discuter avec eux, ils allaient pouvoir me donner, on va dire, des conseils. Mais si je répondais non, ils allaient dire d'accord, je te laisse. Ouais, et respecter ça. Et je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance aussi. Totalement. Et je l'ai vraiment senti parce que ici, dans la vie de tous les jours, si vous pleurez, la personne, est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment vous demander pourquoi vous pleurez pour savoir, pour elle-même, ou pour vraiment savoir et vous aider? Parce qu'il y a des gens, ils veulent juste savoir parce que ça leur fait du bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais de savoir que là, Silver, il est en train de pleurer et tout. Mais est-ce que elle t'a donné des conseils, cette personne? Est-ce qu'elle t'a vraiment écouté? Alors que là-bas, je me sentais vraiment écoutée. Moi, je dirais même que les gens, ils vont, premier réflexe, ils vont vouloir que tu arrêtes de pleurer, mais sans te demander pourquoi tu pleures, par exemple. Je pense que les gens vont vouloir dire il faut pas que tu pleures et tout, te mets pas dans cet état-là, mais ils vont pas vouloir t'écouter, vraiment comprendre pourquoi tu en arrives à là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te tracasse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde en fait qui veut forcément ton bien ou qui va vouloir creuser et t'écouter en fait. L'écoute, c'est une dinguerie parce que même dans la famille, comme tu disais tout à l'heure, même dans la famille, on les écoute pas forcément, tu vois. Et vous, les parents, les parents, mais on va commencer par là. C'est pas tous les parents qui t'écoutent en fait. Non. Après, comme dans nos familles africaines, perso, moi, je te rejoins totalement dans ce que tu disais, c'est que ils minimisent de fou en fait. Comment est-ce que tu peux te sentir à n'importe quel moment, où ils vont minimiser aussi tes paroles. Mais ce qui compte, c'est ce que eux, ils vont vouloir de toi, ce qu'ils attendent de toi. Mais comment toi, tu te sens, on n'en a rien à faire. Après, je vais nuancer aussi mon propos un peu, parce que les parents, par exemple, eux-mêmes n'ont pas grandi dans un environnement... Imagine bien que nos parents africains, dans les années 60 ou 70, ou que sais-je, 40, avec des parents qui ont beaucoup d'enfants, l'enfant qui va venir va dire « Papa, j'ai mal »,
il y a plein d'enfants à côté, et, ok, c'est bien. Donc, eux-mêmes, peut-être qu'ils voulaient être écoutés et ils l'ont pas eu. Forcément, ils reproduisent ce schéma-là. Donc, c'est pour ça que je me dis quelque part, je leur en veux pas à 100%. Non. Et je considère que nous, par contre, la nouvelle génération qui avons compris ça, pour nos futurs enfants, et même pour les nouvelles générations qui arrivent, on a le pouvoir de changer ce truc en se disant, transmettons l'écoute aux nouvelles générations qui arrivent. Et chez les hommes, c'est encore pire. C'est-à-dire, on voit, quand on éduque un garçon, c'est tu peux pas pleurer, tu peux pas être mal, tu peux pas nanana. Et donc, je suis désolé de le dire, mais il y a plus de tentatives de suicide ou de suicide chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème parce que tu m'apprends quelque chose. Ah, bien sûr. Ok. Bah oui, parce que les hommes, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. On en avait parlé d'ailleurs, Silver, une fois. C'est difficile pour un homme d'aller voir un psychologue et dire qu'il est... C'est vrai en plus. C'est vrai. Même si la vérité, moi-même, tu sais, depuis, je suis pas allé. Hein. Alors Silver, c'est pas bien ça. Tu sais qu'on va discuter après. On a eu une discussion et tout. Il m'a dit, ouais, tu devrais aller chez le psychologue. Enfin, je lui en ai parlé de mon propre chef. En vrai, c'est moi, je lui ai dit, faudrait que j'y aille, faut que j'aille consulter et tout pour parler. Et il m'a dit, bah vas-y et tout. Enfin, il m'a encouragé. Et puis il m'a dit, dans une semaine, je te redemande si t'as pris rendez-vous et si t'es allé au final. Et en vrai, de vrai, ce qui s'est passé, c'est que... Ça fait 6 mois. Non, abuse pas. Mais je suis allé et en fait... Alors, comment je vais vous expliquer ça? En vrai, je suis arrivé jusqu'à devant la porte du psychologue, mais en réalité, genre, j'étais là, j'étais assis, et en réalité, en fait, je me disais, mais je vais pas lui raconter ma vie. Je vais pas faire ça quand même. Genre là, je vais devoir parler à quelqu'un que je connais pas et tout, et je vais commencer à lui dire des choses. Enfin, j'ai eu des préjugés de ouf, et je me suis dit, en vrai, j'ai pas besoin de ça. Et puis, j'attends 10, 20, 30 minutes, et il vient pas me chercher. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fuite. Ça l'a conforté. Après, c'est difficile d'être vulnérable. C'est dur. Et puis, de faire ressortir aussi des choses. C'est difficile déjà qu'on ait mal, de faire ressortir des trucs difficiles, c'est pas facile. Mais il faut que les gens se rendent compte, et c'est important de le dire, que c'est important de consulter aussi parce que il faut affronter en fait les choses. Les garder en soi. Moi, je sais que j'ai gardé pendant des années des angoisses, des trucs, je parlais à personne, machin. Et en fait, c'est pire parce qu'un jour, ça explose. C'est ça. J'ai une dernière question un peu, je ne dirais pas polémique, mais est-ce que du coup, vous pensez que les danseurs sont malades? Oui, moi, pour moi, ils sont tous malades. Pour moi, oui. On est tous malades et je m'inclus dedans. On est tous malades mentalement. Enfin, je pense qu'on devrait tous voir un psy, en tout cas. Ok. Tout le monde. Tout le monde. Mais même pas que les danseurs. Hein. Je pense que toute personne sur Terre devrait voir un psy. Parce que c'est hyper important. Ah, mais c'est la réalité, hein. Vous vous rendez pas compte, mais sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens, ok, ils dansent super bien, ils sont super forts et tout, mais vous savez pas ce qui se passe, je sais pas moi, à 23h quand il éteint les lumières, il est dans son lit ou, tu vois. En fait, on n'imagine jamais assez ce que l'autre peut vivre. Quand bien même qu'ils te le disent ou qu'ils te le disent pas, on n'imagine jamais assez. Donc, je pense que je disais tout à l'heure, Jérémy, ça faisait sens, c'est que on devrait tous, en tout cas, au moins entre nous, danseurs, et artiste, au moins déjà ça serait bien. Il faut être indulgent et il faut pas sortir des choses qui pourraient heurter, qui pourraient blesser. Il faudrait qu'on parte sur une base de de bienveillance en fait, parce que c'est déjà le métier est déjà assez dur et notre processus et notre quête vers le succès est déjà assez dur pour que en fait on s'harcèle, on se dise des mauvaises paroles, on se critique, on se met au-dessus de l'autre, on s'écrase, enfin, on est fatigué. Mais tu sais pourquoi aussi? Parce que la bienveillance, elle découle de parce que, on va dire que mentalement, tu es en paix. Donc, si les personnes en face de toi ne sont pas en paix parce qu'elles ont des traumas, ben, elles vont critiquer, elles vont être malveillantes envers l'autre personne. Et donc, du coup, toute cette malveillance vient en fait de personnes qui devraient consulter aussi. La jalousie, tout ça, etc. C'est parce que les personnes en elles ne sont pas en paix. Surtout la confiance en soi. Elles ont vécu des choses. Ça se trouve, elles n'en ont même pas conscience d'avoir vécu des choses dans leur vie qui font qu'aujourd'hui, elles agissent comme ça avec les autres. Elles peuvent pas agir. Elles s'en rendent même pas compte. En plus, la majorité, elles s'en rendent même pas compte. Et les gens, ils sont mauvais. Mais c'est la vérité. Je suis sûr que c'est la vérité. Ils sont mauvais avec les personnes qui les entourent. Ils sont médiocres avec les gens qui les entourent, les gens avec qui ils travaillent. Mais ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, ils sont normaux. Je comprends pas. Mais s'ils comprennent, genre, tu te comportes très mal, en fait. Puis surtout que être gentil et bienveillant, je vous assure, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, c'est pas... Sourire à quelqu'un, c'est pas très compliqué. Hein. Après, je pense que aussi,
c'est dans le caractère. Ça veut dire que si t'es quelqu'un d'empathique, tu vas très facilement être bienveillant et gentil. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très empathique, donc je pars sur une base de, voilà, je suis empathique. Du coup, je vais facilement être bienveillant. Mais il y en a, l'empathie, ça n'existe pas, en fait. Il y en a, ils voient que leur objectif et pas plus loin que le bout de leur nez, en vrai. Et ça, je trouve ça très dommage. On n'a pas besoin de ça, je pense, dans le milieu artistique. On a besoin de personnes, enfin, on a besoin d'une écoute, déjà, et d'une compréhension et d'une empathie générale entre nous qu'il n'y a pas. Genre, Paris, c'est Hunger Game, en fait, les gars. C'est plus possible. Je sais pas si vous ouvrez les yeux, si vous regardez, mais on n'est plus, en fait, c'est même plus une safe place. En fait, on est obligé de se créer notre propre safe place parce que, en fait, le game, il est comme ça, tu vois. Mais je crois que dans un premier temps, t'es obligé de créer ta safe place avant de vouloir ouvrir ta safe place à toi. Ah, mais c'est bien, ça serait bien d'en trouver une safe place de base avant de toi ouvrir la tienne, tu vois. Oui, mais justement, je pense que le premier combat, c'est d'abord créer sa propre safe place et après de s'ouvrir au monde. Je voulais dire quelque chose, mais c'est compliqué parce que si chacun crée sa safe place, comme tu dis, il y en a qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais après, ça résulte de plein de facteurs. C'est pas peut-être que ces personnes-là ont vécu aussi peut-être de l'harcèlement et ça a fait que dans l'enfance, ils se donc sont ils harcèlent les autres aussi. Oui. Mais tu sais que psychologiquement, c'est tordu. Tu vas harceler et du coup tu vas harceler d'autres personnes. Moi, quand je me suis fait harceler en primaire, j'ai harcelé des personnes. Blague. Waouh. Bah, tu peux vouloir te venger quelque part ou te dire en vrai, t'as subi des traumas quand tu étais plus jeune, tu peux dire ah ouais, quand j'étais plus jeune on me regardait comme ça, ça y est, moi maintenant voilà. Oui, c'est ça. Tu vois, donc en fait, tu décides de bomber même si ces personnes-là créent leur safe place, leur safe place va être un peu biaisé parce que eux-mêmes n'ont pas conscience que ils ont des choses à régler, tu vois. C'est vrai. Non mais t'as raison en fait. En fait, ça fait sens, c'est vrai. Mais c'est un peu compliqué. L'idée, quand même, elle est un peu folle, hein, je trouve, mais je comprends. Parce qu'en soi, si on prend un pourcentage, je ne suis pas l'INSEE pour pouvoir le dire, mais si on prend un pourcentage sur 100 personnes, franchement, en vrai, je dirais, il y a combien de personnes qui vont chez le psy? C'est rien, mais je dirais moins de 10. Moins de 10. Donc, tu prends 100 personnes, il y en a plein qui ont des traumas, qui ne savent pas, ils agissent comme des merdes, clairement, avec les autres. Et il n'y a que 10 personnes, on va dire, qui, eux, vont prendre en considération les autres, vont se dire que telle personne agit comme ça. Peut-être que je ne vais pas le prendre personnellement, je vais le pardonner, je vais me dire que si il agit comme une merde avec moi, c'est parce que peut-être qu'il a vécu ça avant. Et en fait, il y a ces 10 personnes qui vont être empathiques, ces 10 personnes qui vont être de manière bienveillante, mais tout le reste, ils n'en ont même pas conscience parce qu'ils ont l'impression que c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué en fait. Ben, moi, après mon burn-out, tout ça, j'ai été vraiment très très profond. Je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est moi, j'ai vu une psychologue qui m'a sauvé, vraiment. Genre, parce que moi, j'avais des pensées intrusives, j'avais beaucoup d'anxiété, je voulais la voir tous les jours, la psychologue, pour je la voyais 2 fois par semaine, mais j'avais envie de la voir tous les jours, en fait, parce qu'elle me soulageait, elle m'apportait des réponses. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être suivi avec un psychologue et un traitement antidépresseur pour réguler ma sérotonine et pour que je puisse vivre une vie normale. Parce que je pars du principe que dès que ça empêche de vivre votre vie, il faut faire quelque chose. Et moi, ça m'handicapait dans ma vie de tous les jours, en fait. Donc, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Donc, moi, ce qui m'a vraiment aidé, en tout cas pour moi, c'est une thérapie avec une psychologue et un traitement antidépresseur. Après, il y a des gens que la thérapie, ça leur suffit, que les antidépresseurs. Ça dépend de chaque personne. Enfin, pour moi, en tout cas. Avant de dire pour moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui peuvent se dire mais pourquoi voir un psychologue et pas en parler à des personnes autour de nous, etc. Mais en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire et que vous ne vous sentirez pas, on va dire, suffisamment à l'aise pour le dire à des personnes qui vous entourent. La peur du jugement, ouais. C'est ça. Alors qu'un psychologue, tu le connais pas, en fait. Et puis tu peux tout, vraiment, un psychologue, son boulot. Tu peux tout lui dire. Bon, si tu as tué quelqu'un, il va faire quelque chose. Mais je veux dire, un conseil que je peux donner, c'est quand vous allez au psychologue, il ne faut pas avoir de filtre. C'est vraiment, il faut tout balancer, quoi. Puis il te connaît pas. Donc ça veut dire qu'il peut pas te répondre du style, oui, mais de base, toi, t'es quelqu'un comme ça, etc. Non, il te connaît pas. Ouais, c'est bizarre, ça, c'est pas bien, ça, de penser comme ça. Oui. Non, un psychologue, normalement, il n'est pas censé dire ça. Ok. Donc, Silver, n'hésite pas à te livrer complètement. Du coup, la question, c'était, qu'est-ce qui m'a aidé? Ouais.
Bah, moi, vraiment, là où il y a eu un déclic, je pense, c'est mon hospitalisation. Le fait d'être suivie, parce que du coup, j'étais suivie pratiquement tous les jours par un psychiatre, un psychologue et d'être avec d'autres personnes dans mon cas de figure. Puis en fait, c'est vrai que tu as l'impression d'être seule, en fait. Tu as l'impression d'être seule. Et là, j'étais avec 16 autres personnes en dépression. Et donc ça m'a énormément aidée, de tout âge, de tout milieu différent. Et ça m'a fait énormément relativiser. Et ça a changé ma manière de voir les choses. Parce que je me suis dit, mais par exemple, moi, tu vois, faire un travail pendant 40 ans qui ne me plaît pas, pour moi, c'est pas possible. Mais je me suis dit, si pour moi, c'est pas possible, bah, faut que pour moi aussi, ce soit pas possible de me faire harceler et que je ne dise rien. Donc, du coup, c'est à partir de là où je me suis dit, je peux faire des choses, je peux mettre en place des choses. Et c'est surtout ma psy qui me l'a dit. Elle m'a dit, tout est possible à dire si tu le fais de la bonne manière. Parce que moi, j'avais trop peur de dire les choses. Et dès qu'elle m'a sorti cette phrase, je me suis dit, mais en fait, en vrai, la vie, elle est facile. Parce que pour moi, c'était vraiment mon problème. C'était vraiment mon problème. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est facile. Bon, encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire les choses, mais c'est un travail que je fais et ça me change la vie. De pouvoir dire les choses par rapport à mon anxiété. On m'a donné En fait, l'hospitalisation a vraiment été bénéfique parce que même là-bas, on avait des cours de respiration. On avait des cours de comment gérer son anxiété. Donc, j'ai des techniques, on va dire, de respiration quand je sens qu'une crise d'angoisse peut arriver, quand je sens qu'il y a trop de choses dans ma tête pour éviter les médicaments, justement. Je connais mon kata, je connais mon karaté, je connais mon... Mais du coup, ça a vraiment été... parce qu'on voit vraiment l'hôpital psychiatrique comme... t'es dans une cellule et puis tu as des médicaments. Oui, on t'attache, t'es fou. C'est vrai en plus. Pas du tout. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est des tips, hein. Mais déjà, le sommeil. Pour eux, c'était important qu'on ait un sommeil complet. Vrai. Pour eux, si on ne dormait pas suffisamment, c'était à base de tu dors pas suffisamment, on va t'augmenter les doses ce soir, tu vas dormir. Tant que tu ne dormiras pas suffisamment et que tu n'auras pas un sommeil réparateur, tu seras pas bien. On m'a fait faire des activités, genre lire des livres, des jeux de société. Quand je vous dis que c'était les vacances, on m'a fait jouer au ping-pong, mais c'est des trucs bêtes. Mais en fait, c'est des trucs qu'on n'a pas aujourd'hui. Dites-moi, la dernière fois, c'est quand vous avez joué? Non, mais c'est vrai. On fait quoi? On fait que travailler, on discute, etc. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est ce qui alimente la sérotonine. Exactement. Jouer aux jeux de cartes, faire du ping-pong, c'est vrai, t'as raison. Ça a été une super bonne école. Et moi, ça m'a servi, en fait. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que... Enfin, il n'y a pas d'âge pour être en dépression. Mais je me suis rendu compte que, putain, Mylène, t'as 22 ans. Pourquoi tu t'infliges tout ça alors qu'en vrai, t'as pas besoin d'être autant focus sur ta carrière. Si les choses doivent arriver, elles arriveront. Mais fais-toi plaisir d'abord. Okay. Et du coup, ça, c'était mon mot d'ordre. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était mon mot d'ordre, c'est vraiment vie. Sois heureuse. Tu dois être heureuse quoi qu'il arrive. Même si ça empiète, entre guillemets, même si ça froisse les personnes autour de toi, malheureusement. Parce que moi, je pensais beaucoup trop aux autres. Ouais. Et ça a vraiment changé ma vie de me dire, quitte à froisser les autres, moi, il faut que je sois heureuse. Parce qu'en fait, personne va faire en sorte que moi, je vais être heureuse. Bien sûr. Donc ça a été mon mot d'ordre et ça a changé totalement ma vie depuis. Et t'es toujours dans ce process, du coup. Ouais. C'est bien. Oui, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que les choses ne vont pas mieux du jour au lendemain. Et moi, par exemple, qui ai un trouble anxieux, c'est quelque chose avec lequel je vais vivre toute ma vie et c'est pas grave. On a tous, tu vois, c'est pas l'année prochaine, il faut que je sois perfect. Tu vois, c'est voilà, en fait, c'est vraiment pour Alimi aussi, il faut accepter de pas être bien. Moi, c'est ça qui m'a aidé, vraiment. Exactement. Que moi, j'ai eu énormément de mal à accepter que je ne pouvais pas aller bien. J'ai eu énormément du mal à accepter que j'étais en dépression. Et en fait, ça, c'est ce que ma psy m'a dit. Elle m'a dit, mais tant que tu n'accepteras pas, tu avanceras. Ouais. Acceptons tous d'être vulnérables. C'est bien. Et pour finir, est-ce que, quel conseil du coup vous avez pour nos auditeurs qui pourraient soit actuellement traverser une dépression ou qui seraient du coup, comment je dis, plus susceptibles de traverser ce genre de choses? Quel message vous avez à faire passer à ces auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent? Consulte. Non, mais c'est vrai, je pense il y a vraiment des gens qui peuvent vous aider si vous vous sentez mal. N'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance, même autour de vous, un ami, etc. Parfois, on a peur de parler ou de
de se livrer à quelqu'un. Et puis finalement, on se rend compte que les gens sont là aussi pour nous quand ça va pas. Et il y a plein de psychologues, d'associations, de appels d'écoute si jamais il vous arrive quelque chose ou que vous avez juste besoin de parler. Donc vraiment, faut pas hésiter à reach out à un psychologue, un psychiatre. Voilà, vraiment, c'est vraiment important. Moi, mon conseil, je rejoins ce que tu dis, mais mon conseil, c'est ayez quand même conscience que vous n'allez pas être compris par tout le monde. Parce que moi, je sais que ça m'a fait énormément du mal parce que j'avais l'impression que même si je l'explique par A plus B, que tout le monde allait finir par comprendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre votre situation et ça, faut l'accepter parce que vous allez toujours tomber face à quelqu'un qui ne comprendra pas, qui ne sera pas à l'écoute que vous attendez. Donc, ne placez pas autant d'attentes en votre entourage parce que vous pouvez finir déçu. Mais par contre, acceptez que vous ne serez pas forcément compris, mais acceptez aussi que y a des spécialistes en fait qui sont là pour vous comprendre et pour vous accompagner et pour vous aider. Et ce serait vraiment mon conseil, d'être à l'écoute de... Trouver un psychologue aussi, c'est un peu comme trouver un mec, c'est-à-dire faut qu'il y ait une bonne alchimie avec. Non, mais je le dis parce que moi, j'ai eu plusieurs psychologues avant de trouver la personne avec qui je me sentais bien. Et ça, c'est très important. Par exemple, si vous allez voir un psychologue, que le premier rendez-vous, c'est une catastrophe, il ne faut pas vous dire c'est fini. C'est juste que ce n'est pas la bonne personne. Et donc, il faut trouver. Mais il ne faut pas s'arrêter sur une première mauvaise expérience. Ça, c'est important parce que moi, j'en ai vu qui ne me convenaient pas. Ben, franchement, je pense que c'est en fonction de l'alchimie entre les deux personnes. Moi, j'avais besoin de quelqu'un de bienveillant, de gentil, de très rassurant. Il y a des gens qui sont un peu plus froids, etc. Donc, c'est vraiment chaque personne est différente. Mais il ne faut pas avoir peur d'essayer plusieurs psychologues avant de trouver la bonne personne. Moi, personnellement, j'avais une psychologue à l'hôpital. Et depuis que je suis sortie, maintenant, j'ai un psychologue. Et ça s'est très bien passé du premier coup. Mais moi, ce que je recherchais déjà, c'était quelqu'un racisé. Parce que je me disais que peut-être que le fait qu'il soit métis ou noir, il va peut-être mieux me comprendre sur certains aspects de ma vie, sur l'éducation que j'ai eue. Et un homme, surtout. Et surtout, ce que j'aime bien chez lui, c'est que moi, je suis quelqu'un de plus... Enfin, je suis très têtue. Donc, il y a des moments où je vais lui parler, je vais lui raconter ma vie, etc. Et il va me détendre tout de suite. Il va me dire, mais en fait, ce que tu fais là, tu fais nimp, en fait. Et moi, j'ai besoin qu'on me parle comme ça. Tu vois, il y a des gens qui ça pourrait les blesser. Alors que moi, s'il me parle pas comme ça, je comprends pas. S'il me dit pas, en fait, là, ce que tu fais, tu me dis n'importe quoi. Et lui-même a compris que s'il me parle pas comme ça, moi, je comprenais pas. Donc, c'est ça que moi, j'avais besoin. Mais on est tous différents. Et puis, il y a des psychologues qui sont plus dans l'écoute, il y en a qui sont plus dans l'échange. Et ça dépend des gens. Tu as des gens qui veulent absolument parler. Tu as des gens qui veulent plus qu'on leur donne des conseils. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil, c'est de trouver votre bon psychologue. Et ça peut peut-être prendre quelques personnes, mais c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui va vous convenir à la fin. Ok, merci beaucoup en tout cas pour... merci à vous de nous avoir reçus. Bon, j'espère que vous allez écouter leurs conseils. Moi-même, déjà, je vais commencer à écouter son conseil. Je crois qu'on est deux. Et après, on verra. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Merci pour cet épisode. Merci à vous. Et puis, merci à vous, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, tout. Et prenez soin de votre paix intérieure. Et prenez soin de votre santé physique et mentale. Je m'adresse aux danseurs parce que c'est très important. Et voilà. En tout cas, merci à tous Parfait. pour cet épisode. Voilà. Merci. On a parlé, hein.